Merci bien, Thierry. Je pourrais dire en commençant que c'est la première fois de ma vie que je participe à un colloque ou un congrès organisé par un doctorant que je supervise toujours, Thierry Pellassia, et il me fait travailler comme c'est pas possible. Alors, quand il reviendra au Canada, je l'attends à bras ouverts pour terminer la thèse. Merci de cette invitation. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Comme ça dure seulement 20 minutes, je ne vais pas prendre beaucoup de temps pour diverger. Alors, j'ai accepté ce mandat de présenter une conférence sur le transfert des apprentissages. Et puis, ce fameux Thierry a ajouté de la salle de cours au milieu de pratique professionnelle et du milieu de pratique professionnelle à la salle de cours, ce que j'ai accepté évidemment. Alors, je me suis demandé comment en 20 minutes on fait pour s'adresser d'une manière intelligente et percutante à des gens qui sont dans le domaine des soins de la santé, des soins d'urgence. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai commencé lentement par ce qu'on fait à l'école quand on est jeune, et ensuite j'ai augmenté, et puis je suis heureux que les gens aient parlé de la simulation, et pour terminer par la suite par un certain nombre de principes qui devraient nous orienter dans le transfert des apprentissages. Alors, quand on est en première année, au moins chez les Québécois, on peut résoudre l'équation suivante à la fin de cette année scolaire, donc quand on a 6 ans ou 7 ans, et puis l'enseignante nous dit quelque chose comme 6 plus un espace, dans lequel on devrait mettre un nombre, ça fait 11. Quand on a 12 ans, on rencontre un grand prof d'algèbre, et puis lui, il nous raconte que c'est abstrait, c'est très compliqué, et puis il fait 6 plus x égale 11, et puis si jamais il change le x d'endroit, ça semble encore plus compliqué que d'habitude. Et on pourrait dire c'est assez étonnant que ce soit effectivement la même logique, la même démarche, mais que personne ne se soit occupé de ce que les psychologues appellent l'habillage du problème. Alors, quand on parle de transfert des apprentissages, si on n'avait que 3 ou 4 minutes pour en parler, on pourrait dire que dans les milieux naturels, on observe assez fréquemment le transfert des apprentissages ou une certaine transférabilité de ce que le citoyen ou le jeune apprend, mais que dans les lieux de scolarisation formelle ou dans les lieux d'éducation formelle, honnêtement, le transfert des apprentissages est extrêmement limité. Alors, on a d'autres exemples aussi. Par exemple, les enfants de la rue au Pérou, ils vendent à l'âge de 4 ans, 5 ans, des objets à leurs concitoyens ou surtout aux touristes. Et pour faire cela, il recourt à des opérations mathématiques, souvent la multiplication, moins souvent la division. Et quand ces enfants arrivent à l'école, il y a un certain nombre de recherches qui ont documenté que ces enfants se retrouvaient en difficulté d'apprentissage. Vraiment, on les a diagnostiqués comme ça, par rapport à ce qu'ils sont capables de faire sur la rue. Ça donne un certain nombre de questions ou un certain nombre d'observations. On a aussi beaucoup d'exemples autour de nous de gens qui ont appris une deuxième langue ou une troisième langue à l'école, qui ont appris ça des heures et des heures, des années et des années. Et ma foi, quand on les regarde demander quelque chose sur la rue ou s'adresser à une personne de cette langue, ils ont l'air un peu étranges et ils arrivent parfois difficilement à formuler la phrase correctement, malgré le fait qu'on ait, on pourrait dire au Québec, des heures et des heures de formation dans le corps. Et puis, dans un domaine que vous connaissez bien, dans le domaine de la santé, on voit bien que ce soit en médecine, en pharmacie, en soins infirmiers, et j'arrête là, des gens qui suivent des cours sur la communication humaine, qui connaissent des théories de communication. Mais honnêtement, quand on les regarde en interaction avec le patient, on se demande si c'est la bactérie ou la communication qui fait mourir le patient. Alors, disons, il y a un certain nombre de choses qui semblent avoir été omises ou des éléments qui ne se sont pas vraiment transférés, entre guillemets, parce que je vais définir ce mot plus tard, dans l'interaction. Pour continuer encore plus loin, vous n'êtes pas les seuls à avoir changé énormément vos curriculums de formation ou les formations initiales et avoir intégré l'apprentissage par problème. Il y a dans le domaine de l'ingénierie, par exemple,
plusieurs endroits où on forme les nouveaux ingénieurs ou les nouvelles ingénieurs à partir de projets. Pourquoi on fait ça? À peu près pour les mêmes raisons pour lesquelles vous avez adopté l'apprentissage par problème, parce que ce que les étudiants apprennent au cours des premières années, notamment en mathématiques, on sait comment c'est important pour eux, quand ils arrivaient à la conception de projets en 3e année ou en 4e année, les ingénieurs disaient « Mon Dieu, ont-ils appris un peu de mathématiques? » Et les étudiants se comportaient comme s'ils n'avaient jamais appris ces domaines. Tout cela nous pose des questions fort importantes sur la transférabilité ou, on pourrait dire, les usages de ce que nous apprenons à l'école. Et pour continuer aussi dans les grandes préoccupations que nous avons eues par rapport à la transférabilité des apprentissages, on peut dire que au cours du 20e siècle, je suis moi-même un produit de cela, il y a des gens qui ont eu l'idée que si on apprenait le latin ou le grec, notamment plusieurs années, que ça permettrait à des gens de transférer quelque chose de général à plusieurs domaines de réflexion ou plusieurs domaines d'activité humaine. Il y a eu des recherches à ce niveau-là, et puis les recherches ont quand même semé un peu le doute sur est-ce que ça produit autant de transferts d'apprentissage que ce que nous avions, ce que les éducateurs ou les formateurs avaient imaginé au départ, et le bon vieux Thorndike, dans les années 1940, 1930, 50, travaillait déjà sur des questions de recherche, le transfert des apprentissages à partir de quelque chose qui est général. Et puis, on a eu aussi dans les années 80, les années 90, quelque chose qui s'est appelé, c'est le plus connu, l'enrichissement instrumental, mais ces gens qui développaient des kits ou des ensembles pour intervenir d'une manière générale sur le développement des stratégies cognitives ou le développement des stratégies métacognitives des élèves, en espérant que si on développait la résolution de problèmes quelque part en dehors de tous les domaines de formation, qu'en mathématiques, et en histoire et en lecture ou en écriture, les élèves allaient utiliser ce qu'ils avaient appris d'une manière générale. Alors, je termine ma phrase par « Et pourtant, si vous cherchez des programmes comme ça encore, vous en trouverez très, très peu. » Et ces programmes qui existent cherchent très rapidement à contextualiser, voilà, je fais attention aux mots que j'utilise, étant donné la présentation, mais à contextualiser les apprentissages. Pour poursuivre dans ce domaine-là, nous assistons maintenant au développement de programmes par compétences. Beaucoup de lieux de formation insistent énormément sur l'importance de ces programmes. Et on voit dans ces programmes que des gens développent deux catégories de compétences. Une catégorie qu'ils appellent transversale, parfois générique, avec ce rêve toujours de développer quelque chose de général qu'on va appliquer quelque part. Et à côté de ça, on voit des compétences disciplinaires ou parfois des compétences professionnelles qui, elles, sont plus particulières ou plus spécifiques à la profession en question. Ce long détour pour... Attends, j'ai enlevé celle-là. Ce long détour pour dire que depuis le début du 20e siècle, des psychologues, notamment celui qui s'appelait Thorndike, travaillent sur le transfert des apprentissages. C'est vraiment pas quelque chose de nouveau. C'est vraiment quelque chose de complexe cependant. Et on a l'impression que quand les gens s'attardent au transfert des apprentissages, ils font une quantité incroyable de soustraction ou encore ils essaient de développer quelque chose de très général qu'une personne pourrait prendre et appliquer dans différents milieux, dans différents problèmes, ce que nous appellerons la contextualisation ou la recontextualisation. Heureusement, il y a des gens, mais heureusement aussi que les gens qui m'ont précédé ont parlé de la simulation. Il y a des gens qui travaillent dans des domaines très complexes comme la conduite de Formule 1, tous les problèmes qui peuvent arriver à la Formule 1. Qu'est-ce qui se passe quand le conducteur passe au puits et veut toujours gagner et être le premier pilote?
l'entraînement en aérospatial, notamment dans les navettes spatiales, l'entraînement militaire, et on a observé là où des recherches nous permettent de nous dire, quand on entraîne quelqu'un dans des domaines complexes, c'est vraiment très important de commencer par des situations complexes. Il ne faut pas aseptiser le problème. Il faut entrer dans la complexité du problème et permettre à celui qui apprend avec l'aide d'un coach, je ne sais pas comment on dit ici, ou d'un tuteur, de décomplexifier le problème pour bien le comprendre. Ce que ces recherches-là nous permettent de bien comprendre, c'est la dernière partie de la phrase. On prévoit de nombreux moments de rétroaction et de nombreuses situations qu'on appelle post-hoc learning. Ça veut dire que, par exemple, et je vais tout à l'heure donner quelques principes ou quelques balises pour le transfert des apprentissages, on commence par une situation problème ou par une situation authentique, ça veut dire que ça arrive vraiment dans la vie du commandant aérospatial ou dans la vie d'un militaire ou dans la vie du conducteur de Formule 1. Et à partir de ce problème, on en fait l'analyse, on fournit de la rétroaction constamment, évaluation formative, si vous voulez parler comme ça, rétroaction constante sur la compréhension du problème. Et après, on applique ce problème dans plusieurs situations pour faire quelque chose qui s'appelle le post-hoc learning. Enfin, je fais quelques soustractions parce que je n'ai pas le temps d'aller très loin dans ça. Mais j'insisterai sur le fait que la démarche est passablement contraire à ce que nous faisons souvent, qui est faire quelque chose qui est théorique, et après on demande à quelqu'un de l'appliquer quelque part. Bien, ça, c'est dans la salle de classe, et après on n'a plus le temps pour travailler sur le transfert. Il y a des gens qui font autre chose, notamment des gens parmi vous, j'imagine, qui font l'apprentissage par problème. Dans l'apprentissage par problème en médecine, c'est fort intéressant parce que le problème est un lieu d'ancrage de l'apprentissage, et parce que le problème est un lieu d'ancrage de l'apprentissage, il va faire plus sens pour l'étudiant. Cependant, souvent, les problèmes qu'on utilise pour apprentissage APP en médecine sont des problèmes simplifiés, des problèmes aseptisés, de sorte que dans certains lieux de formation, après que l'étudiant ou l'étudiante ait fait la pneumo, la cardio, la néphro et compagnie, les formateurs ont prévu une unité qui s'appelle unité indifférenciée ou peu importe, où là, on n'est pas en train de faire quelque chose par rapport à un système du corps humain, mais par rapport à un être humain qui arrive avec un problème de santé. Alors, j'ai développé ça un peu plus longuement parce que dans la simulation, notamment dans ces trois domaines, aérospatial, militaire, Formule 1, où c'est passablement bien documenté, on voit que l'entrée dans l'apprentissage, pour en assurer le transfert, est une entrée par la complexité et la multidisciplinarité du problème, si vous voulez qu'on parle comme ça. Je vais prendre un peu d'eau. Excusez-moi. Ma mère n'aurait pas été contente de voir que je faisais des choses comme ça devant tout le monde, la bouteille à la bouche. Et si on continue dans les domaines complexes, il y a des recherches aussi qui sont faites sur les medical team training, notamment dans les situations où on doit recourir, dans les situations de chirurgie où il y a l'anesthésiste et compagnie, ou dans des situations d'accouchement où vous en connaissez plus que moi. Et dans ces situations-là également, on fait ressortir qu'il est toujours important de partir de la situation complexe, exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, décomplexifier avec l'aide d'un tuteur et fournir de la rétroaction et ensuite demander de recontextualiser. On a fait aussi des recherches intéressantes sur ce qui s'appelle en anglais le handover. Par exemple, les infirmières qui travaillent sur un département et qui, à 15h55, doivent passer la main à l'équipe qui travaille durant la soirée et leur donner l'information sur qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit prendre en charge.
Et puis, on a réalisé là aussi que ces principes de simulation, que je ne vais plus répéter parce que j'en ai parlé énormément, sont une organisation de l'apprentissage qui non seulement soutient l'apprentissage initial, mais soutient le transfert des apprentissages. Alors, puisqu'il me reste 7 minutes, je crois, qu'est-ce que c'est le transfert des apprentissages? C'est ça qui fait illusion, d'ailleurs, parce que c'est quelque chose de très simple. Ça veut dire que réutiliser dans une tâche cible quelque chose qu'on a appris dans une tâche source. Mais ça a l'air très abstrait comme ça, mais par exemple, prenons l'APP, vous avez appris quelque chose par rapport à la pneumologie dans un problème, c'est la tâche source, et puis après, vous allez utiliser ces apprentissages dans d'autres problèmes ou dans d'autres situations qu'on appellera la tâche cible. Et puis, si vous avez en tête ces 3 mots, contextualisation, décontextualisation et recontextualisation, eh bien, on pourrait dire que le transfert des apprentissages, c'est essentiellement, à la limite, on pourrait dire exclusivement, mais allons-y pour essentiellement, une recontextualisation d'un apprentissage. Et puis, ce fameux M. Thorndike, dont j'ai parlé à quelques reprises depuis le début et qui faisait ses recherches sur qu'est-ce que ça donne l'enseignement du latin ou de ces choses générales, ce monsieur-là avait l'idée que le transfert des apprentissages, c'était un behavioriste. Pour bien le comprendre, il fallait regarder le degré de similitude entre les 2 tâches. Et donc, que le prof pouvait dire « Ah, cette tâche-ci, elle est semblable à celle-là, donc l'étudiant va réussir le transfert. » Ce qui s'est avéré dans les recherches assez faux, parce que l'étudiant ne voit pas ce que le prof voit, et dans le fond, il faut aller chercher, mais quelle est la perception de l'étudiant ou sa compréhension par rapport à la tâche pour être en mesure de déterminer est-ce que pour lui, elle est transférable ou non. Alors, ces analyses, les tâches sont semblables, ça ne peut donner beaucoup de choses dans le domaine de l'éducation. Alors, puisque je vais laisser quelques traces et puis que je n'ai pas beaucoup de temps, si vous travaillez avec cette idée-là, avec cette triade-là, ou peu importe comment vous l'appelez, je pense que vous pourriez avoir en main des balises extrêmement importantes pour intervenir sur le transfert des apprentissages. Et ça reprend ce que j'ai dit tout à l'heure. L'important est de commencer par un contexte. Mais ça, c'est très psychologie cognitive aussi. Et pourquoi commencer par un contexte? Parce que les connaissances que vous enseignez théoriquement ou les savoirs que vous enseignez théoriquement sont des savoirs qui sont un peu comme la cuisson Teflon. Ça ne colle pas. Ça reste comme ça. Les étudiants peuvent bachoter ça, ils peuvent vous reproduire ça à un examen. Mais quand vous leur demandez de passer ça à l'action, c'est comme s'ils n'avaient pas appris ça. Alors, la contextualisation, vive l'APP d'ailleurs, c'est un lieu d'ancrage ou de contextualisation des apprentissages. Et une fois que vous avez fait ça, c'est important de prendre du temps pour amener l'étudiant à appliquer ça dans d'autres contextes, donc recontextualiser. Et c'est cette recontextualisation-là qui assure le transfert des apprentissages. Et après, vous irez à une phase de décontextualisation. La phase de décontextualisation, vous pourrez appeler ça, si vous voulez, une phase d'explicitation des connaissances que nous avons construites ou une phase de formalisation des connaissances que nous avons construites. Alors, Monsieur le Président, il me reste combien de temps? Ça va. Ça va toujours? Oui, mais il faudra que j'atterrisse avec mon Boeing un jour. Ou mon Airbus. 3 minutes? OK, je vais en prendre 4. Parce que je vais parler de la situation dans les milieux de pratique aussi. Alors, si on est dans une activité de formation en milieu universitaire, mais peu importe comment vous appelez le milieu, mais disons en milieu universitaire, le transfert des apprentissages n'est possible que dans la mesure où l'étudiant peut recontextualiser ces apprentissages-là. Et les probabilités que ce transfert se produise sont augmentées si les situations d'apprentissage sont complexes et signifiantes. Et puis, important, parce que vous êtes dans un lieu de formation en dehors du lieu de pratique,
Et la prochaine diapositive, elle est sur le lieu de pratique. Pour assurer le transfert, le formateur, le professeur, doit choisir très minutieusement les situations de recontextualisation en pensant à la variété de ces situations, parce que ce sera l'étendue de l'usage des connaissances développées par l'étudiant. Si on est dans un lieu de pratique professionnelle, on parle à ce moment-là de transfert réfléchi. C'est-à-dire que l'apprentissage que l'étudiant fait, par exemple, en résidence, ces étudiants ou ces étudiantes qui suivent le médecin, qui l'observent et qui disent « Oh, wow, quel professionnel! C'est des gens qui voient ce qu'il fait, ont accès à une très forte contextualisation, c'est génial, mais on réalise bien qu'il faut arrêter ce TGV, parce que c'est souvent un TGV, et il faut décontextualiser. Alors, il faut sortir les connaissances du contexte en disant « Ce monsieur ou cette dame, si performante à vos yeux et si exceptionnelle, voici les connaissances auxquelles elle recourt et celles qu'on vous suggère ou on vous demande de bâtir. » Et puis, deuxièmement, les probabilités de transfert dans ce contexte-là sont vraiment beaucoup plus grandes quand on inscrit la démarche dans une logique de compréhension et de maîtrise de cette complexité. Comme il ne me reste qu'une seule minute, je vais aller à l'autre diapositive pour insister sur quelque chose que j'appelle une erreur fréquente. Avant de dire ça, je vous dirais que je suis un psychologue cogniticien ou un cognitiviste, en tout cas quelqu'un qui s'intéresse à la psychologie cognitive. Et ces gens se sont beaucoup intéressés à la représentation des connaissances dans la mémoire. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille dans des laboratoires, mais je lis les recherches de mes collègues, disons. Et dans l'enseignement, il y a beaucoup de gens qui estiment que passer de la théorie à la pratique, ou passer des connaissances qu'on appelle savoir à des savoir-faire, ou l'inverse, passer des savoir-faire à un savoir, que c'est un transfert. Ce n'est pas un transfert, c'est, selon les psychologues cogniticiens, un nouvel apprentissage, parce que ce que j'ai appris théoriquement est encodé en mémoire d'une manière déclarative ou d'une manière réseau sémantique, machin comme ça, avec toutes sortes de liens entre les éléments, alors que les savoir-faire, les connaissances qu'on appelle procédurales sont encodées en mémoire selon une séquence d'actions, et que si vous, dans l'enseignement, vous rêvez de passer de un à l'autre, ou inversement, vous avez probablement un certain nombre d'illusions où vous donnez probablement aux étudiants des responsabilités qu'ils ne peuvent pas vraiment assumer aussi aisément que vous l'espériez. Et puis, ça c'est un clavier, je termine là-dessus. Voilà. Tout le monde le connaît, tout le monde, non, c'est faux. Beaucoup de gens ou beaucoup de chercheurs reconnaissent la richesse des lieux de pratique professionnelle, et la raison pour laquelle ils reconnaissent ça, c'est parce que dans ces milieux-là, les situations sont très complexes, les situations sont imprévisibles, ça demande toujours à la personne d'être alerte sur le plan des connaissances, et les situations débordent toujours un seul champ disciplinaire. Merci de votre attention. Nous sommes tout à fait dans les temps pour accueillir des questions, des demandes de clarification et même des questions de définition sur des mots employés. Voilà. Donc, on va laisser arriver nos collègues s'installer. Pendant ce temps-là, je vous propose de réfléchir à une ou deux questions. Je vais essayer d'en poser une pour lancer ce que je pense voir venir, c'est-à-dire un flot de questions derrière. Et vous me pardonnerez si j'emploie pas les bons termes, parce que je ne suis pas du tout féru en psychologie cognitive comme vous, mais une question que je me pose par rapport à ce transfert d'apprentissage, c'est de savoir si, parmi les outils qui sont à notre disposition pour faire, alors, ce que j'appellerais peut-être imprudemment une contextualisation, si vous voyez une grande différence ou pas de différence du tout, ou une petite différence qualitative
entre la mise en situation simulée telle qu'on l'a fait maintenant de plus en plus, notamment dans nos CESU, dans les locaux que l'on aménage pour mettre les apprentis le plus dans une situation la plus réaliste possible, par rapport aux simulations proposées par les jeux intelligents, par les serious games, qui sont aussi une forme de mise en situation, mais où on a simplement un écran devant soi, une manette ou des touches pour répondre aux questions posées ou faire évoluer la situation. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur la manière dont vous appréciez ces deux types d'outils l'un par rapport à l'autre? Si on avait le choix, je pense qu'il faudrait sélectionner ou privilégier la situation qui est la plus authentique possible. Alors, la situation qui est la plus authentique possible, c'est celle qui contient, je vais dire, tous les facteurs ou tous les bruits qui risquent de me distraire de l'élément central que je veux que l'étudiant apprenne. Mais la vie est faite de bruit comme ça. Et donc, non seulement je dois, dans le contexte simulé, apprendre quelque chose de particulier pour maîtriser la situation, mais je dois aussi apprendre à discarter ou à mettre à l'écart ou à la périphérie un certain nombre d'éléments qui caractérisent la situation, mais qui ne sont pas le cœur de l'intervention que je vais faire. Alors, votre intervention, c'est une intervention intéressante parce qu'il y a eu un certain nombre de recherches sur ces gens qui réparent les CF-18. Mais ici, c'est les mirages, je ne sais pas, mais disons, on s'entend sur quelque chose comme ça. Et puis, au début, on simule une panne. Et si la panne contient un certain nombre d'éléments qu'on a enlevés pour simplifier la tâche de l'apprentissage, on observe que quand la complexité devient aussi grande qu'elle l'est dans la réalité, il y a une phase où on a l'impression que la personne ne transfère pas des apprentissages, mais elle apprend quelque chose de plus. Alors, je répondrai par le degré d'authenticité de la situation, qui veut dire, est-ce que, comme disent les Québécois ou les Québécoises, est-ce que c'est la vraie vie? Alors, si c'est la vraie vie, alors voilà, c'est une très bonne situation. Et je trouve que c'est intéressant parce que il y a des lieux fantastiques de formation où on n'aurait pas besoin de dépenser X millions, 1000 d'euros pour avoir accès à ça. Mais peut-être que je vois des réactions non verbales, peut-être que je marche en dehors de mes souliers, mais mais j'irai par ce moyen-là. Et j'insiste là-dessus parce que ça, c'est une erreur commise souvent par les gens qui travaillent par projet, notamment en ingénierie. Plus la situation, elle est authentique, complexe, signifiante, plus vous devez accorder de l'attention à expliciter les connaissances parce que l'étudiant ne les voit pas. Il fait, mais un peu sur quelque chose comme des automatismes, mais ce n'est pas des automatismes dans sa tête, il sait sans savoir. Alors, il a besoin de vraiment... Et ça, pour ses recherches sur la réparation de CF-18, ils avaient beaucoup insisté là-dessus, mais c'était un simulateur, mais le simulateur explicitait, formalisait les connaissances. J'hésite à utiliser le mot « explicitation » parce que je sais qu'il y a des gens ici qui ont suivi des cours sur l'entretien d'explicitation et maintenant je suis gêné d'utiliser le mot. Mais ça me reviendra. Voilà, une autre question. Puis... Une dame derrière, là-bas. Voilà. Bonjour. Bonjour. Oui, je m'appelle Nicole Dessous, je suis responsable d'encadrement au CESU Martinique. Et enchantée de vous rencontrer. Hein. Et voilà, je suis un peu intriguée par un travail que je suis en train de faire, notamment sur la formation ciblée sur la prise en charge de l'arrêt cardio-respiratoire, hein, dans le cadre d'un master. Donc, je fais effectivement, dans le cadre d'une démarche projet, l'amélioration de cette prise en charge avec une
une méthodologie, disons, que je suis en train de mettre en place, mais qui évolue en fonction de ce que je vois sur le terrain. Alors, effectivement, vous avez parlé de choses très intéressantes qui me nourrissent et me confortent dans ce que je dois faire, puisque c'est très complexe. Concernant justement cette notion de transfert d'apprentissage, du moins je pars sur des constats, effectivement, en formation qui ne sont pas bons du tout. La prise en charge de l'arrêt cardiaque n'est pas du tout bonne lors des formations, du tout. D'où la complexité de mettre en place des outils pour améliorer justement les gestes en quelque part. Donc la question. L'évaluation, voilà. Le problème que j'ai, c'est un souci d'évaluation. Donc, oui. L'évaluation à partir de mes savoirs techniques, ça se passe bien. Mais sur le plan cognitif, ça me pose un certain problème. Comment évaluer les gens du point de vue cognitif? Parce qu'en fait... Attendez, excusez-moi, mais là, nous sommes dans des temps impartis. Alors, est-ce que vous pouvez poser la question à M. Tardif, ou alors ce que je vous propose, c'est de profiter de la présence de M. Tardif et de discuter votre situation dans les espaces informels. Mais là, je suis obligé de vous demander votre question. Ma question, c'était l'évaluation cognitive sur ce champ-là. Et malheureusement, je vais retourner la question. Évaluation cognitive, vous voulez dire évaluation des concepts? Oui, tout à fait, oui. Sur la mémoire, la mémorisation. Oui. Ben, disons, je suis toujours un peu obsédé par le temps, mais je vais répondre en 1 minute. Disons, ma grande préoccupation, vous avez vu, c'est contextualisation, blablabla. Alors, dans l'évaluation, je suis dans la même logique. Alors, je comprendrais donc qu'on fasse l'évaluation à partir d'un fort contexte, voilà. Et je suis préoccupé, qu'est-ce que l'étudiant peut faire dans ce contexte-là? Mais puisque nous formons des professionnels, je suis aussi préoccupé par dire, mais monsieur, quelles sont les ressources, quelles sont les connaissances auxquelles vous faites référence pour faire ce que vous faites, pour choisir ce que vous avez fait? Et de cette manière-là, j'ai accès à la base de connaissances. Ben, j'imagine que c'est ce que vous voulez dire par cognitive. Et donc, mais je n'irai pas par quelque chose de QCM pour dire n'importe quoi, là. Mais je dirais contextualisation et sortir, demander à la personne, mais quelles sont vos bases, quelles sont vos ressources, quels sont les éléments que vous prenez en compte pour poser ces gestes, y réfléchir, planifier la suite de la démarche. Alors, un commentaire court de Christine. Simplement pour dire... Pour un micro, là. La place... Merci beaucoup. Non, j'allais simplement vous poser comme question la place de l'émotion dans la prise, le transfert des apprentissages, et ce moment où on est en situation authentique, et le moment où justement on est dans l'explicitation avec l'apprenant, puisque dans les situations réelles, on a ce contexte émotif qui peut d'ailleurs avoir un impact sur la cognition. Donc je voulais simplement avoir votre avis sur le sujet. Malheureusement, Madame Maujean est ici, alors elle pourrait fournir des éléments. Isabelle Maujean donne un atelier là-dessus. Malheureusement, personnellement, je n'ai pas beaucoup investi dans ça, et ce que je vous dirais, ce serait plus de l'ordre du citoyen qui s'est posé quelques questions que du chercheur qui a inventorié ce domaine-là. Mais ma compréhension, c'est que il y a une certaine pauvreté de recherche ou une rareté de recherche dans ce domaine-là. Et on fait un reproche aux psychologues cogniticiens d'avoir bien retenu la métaphore de l'ordinateur, traitement de l'information, mais d'avoir pris beaucoup de temps, même s'ils étaient psychologues, d'intégrer les émotions ou tout ce qui est affectif. Je pourrais... Si je pourrais mieux répondre autour d'une tasse de café en disant nous parlons ensemble, parce que je n'ai pas de base de recherche pour ça. Alors, une dernière question, et puis après...
Oui, bonjour à tous. Donc, Mohamed Haïdi, je suis infirmier, donc formateur au CESU 60. Donc, une question par rapport à ce que tout à l'heure, enfin, la question pour revenir sur celle de Monsieur Nemitz tout à l'heure. Donc, si je comprends bien, au tout début, les apprenants, celui à qui on va enseigner, est inconsciemment compétent. Et d'après ce que vous dites, la contextualisation va permettre de faire qu'il va se rendre compte qu'il est consciemment compétent dans le domaine dans le domaine dans lequel on lui enseigne. C'est bien cela? Je pense que si je répondrais oui, ça rendrait Freud inquiet. Alors, je vais un peu développer ça. Dans le fond, j'ai pas dit, personnellement, je dirais pas consciemment compétent ou inconsciemment compétent. Je dirais que les gens font beaucoup de choses dans le domaine des procédures, des savoir-faire, des savoir-être, dont ils ne sont pas nécessairement conscients des ressources qu'ils prennent pour faire ça. Et puis, les psychologues et d'autres personnes ont bien documenté la théorie, l'écart ou parfois la différence énorme entre la théorie professée et la théorie actualisée. Alors, disons que... Mais ce que puis je refuserais de parler de consciemment incompétent ou inconsciemment compétent, parce que je travaille dans le domaine des compétences et ça serait un jour retenu contre moi très rapidement. Mais je vous dirais, j'insisterai là-dessus, l'étudiant ne voit pas nécessairement toutes les ressources, je parle comme dans les compétences, ou toutes les connaissances sur lesquelles il prend appui pour faire ce qu'il a fait. Et quand il observe le médecin ou la médecin en résidence, pour lui, c'est comme « Oh, wow! C'est fantastique », mais il n'a pas non plus accès à la base de ressources que cette personne utilise. Et c'est important de... J'avais un collègue qui disait « zoomer ». Donc, c'est important de mettre la caméra là-dessus et de dire « Regarde, c'est ce que nous avons mis en action et nous allons construire des connaissances d'une manière systématique. » Et voilà pourquoi je dis expliciter les connaissances qu'il y avait dans ce contexte-là. Mais le consciemment compétent ou inconsciemment compétent, ce serait une autre logique, là.